Bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas utile de présenter Emile Benveniste, l'un des maîtres de la linguistique contemporaine, avec Roman Jakobson, Louis Gelmslev et quelques autres théoriciens. Publié en 1966, le premier tome des problèmes de linguistique générale a eu une influence indéniable. Le présent ouvrage, composé sur le même modèle que le précédent, regroupe des articles parus entre 1965 et 1972. Ceci donne l'impression de dater un peu, tant il est vrai qu'en 10 ans, les recherches ont évolué. Le recueil s'ouvre sur 2 entretiens portant sur les transformations de la linguistique. Le lecteur est ainsi progressivement introduit aux diverses questions qui se posent. On retiendra surtout l'entretien avec Pierre Daix, Structuralisme et linguistique, publié en 1968 dans Les Lettres françaises. Émile Benveniste y insiste sur ses débuts et sur ceux de Saussure. Au passage, il est par exemple rappelé aux spécialistes de l'histoire de la linguistique que Bloomfield n'ignorait pas les recherches du maître de Genève puisqu'il publia en 1924 un compte-rendu sur Saussure. Il est certain que ce chapitre d'ouverture n'a pas l'intérêt de son correspondant des problèmes de linguistique générale 1 et qu'il demeure inséparable des antécédents Coup d'œil sur le développement de la linguistique et Saussure après un demi-siècle. La seconde partie a pour objet la communication, nature du signe linguistique et remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne, constituait l'important second chapitre des problèmes de linguistique générale. Cette fois encore, le chapitre 2 est la clé des problèmes et de la pensée théorique d'Émile Benveniste. Il est certain que les 20 études qui constituent le recueil étant d'une inégale importance, nous n'en rendrons pas intégralement compte. Comme il convient de choisir, nous insisterons essentiellement sur cette seconde partie et passerons rapidement sur structure et analyse, dont une étude intitulée « Structure de la langue et structure de la société » recoupe partiellement les développements du chapitre précédent. Émile Benveniste y répète que rien ne peut être compris qui n'ait été réduit à la langue, la société incluse, puisque la langue est l'interprétant de la société qu'elle contient. Certaines remarques des problèmes de linguistique générale sur la pragmatique qui pose la personne dans la société en tant que participant et qui déploie un réseau complexe de relations spatio-temporelles qui déterminent les modes d'énonciation, sont ici prolongés. Malheureusement, cet article qui date de 1968 reste très général et ne développe que faiblement de la subjectivité dans le langage et la philosophie analytique et le langage. Il est vrai que depuis, les travaux de Searle et d'Austin ont été traduits et que les recherches rigoureuses d'Oswald Ducrot se sont imposées. Du chapitre 4, intitulé « Fonctions syntaxiques », nous retiendrons surtout « Structure des relations d'auxiliarité » pour les clartés indéniables qu'il apporte sur une question difficile. Émile Benveniste y propose de distinguer l'auxiliation de temporalité, identifiée à la forme du parfait, l'auxiliation de diathèse, celle de la forme passive, et l'auxiliation de modalité qui, d'un point de vue logique, comprend la possibilité, l'impossibilité et la nécessité. Pouvoir, ne pas pouvoir, devoir. Le chapitre 5, L'homme dans la langue, regroupe d'importantes remarques sur l'antonyme et le pronom en français moderne, ainsi que la forme et le sens dans le langage, où se dessine la distinction entre sémiotique et sémantique posée dans la deuxième partie. Une fois encore, ce chapitre n'a pas l'importance quasi historique de son correspondant des problèmes de linguistique générale, où étaient étudiées les relations de personne et de temps dans le verbe, ainsi que la nature des pronoms. Certes, depuis surtout la publication des travaux de Harald Weinrich, l'opposition récit-discours n'est plus considérée comme réellement opératoire, mais en son temps, elle a eu une grande importance. Dans le dernier chapitre, Lexique et culture, Émile Benveniste poursuit ses recherches sur la genèse de certains concepts, genèse du terme scientifique,
est la question de la différenciation lexicale. La blasphémie et l'euphémie constituent malheureusement une approche succincte du discours de la transgression des interdits. Dans une remarquable étude de dérivation deux modèles linguistiques de la cité, Émile Benveniste explique que la traduction de civis par citoyen est une erreur. C'est là poser les choses à l'envers, puisque en latin civis est le terme primaire et civilitas le dérivé. En revanche, dans le modèle grec, la donnée première est une entité, la polis. Celle-ci, corps abstrait, état, source et centre de l'autorité, existe par elle-même. Cette constitution inverse de deux notions pourrait assurément être le point de départ d'une nouvelle étude comparée des institutions mêmes. C'est malheureusement là que s'interrompent les problèmes de linguistique générale 2, à la frontière d'une linguistique du discours qui commence aujourd'hui seulement à se constituer. Revenons au chapitre 2 où sont regroupés l'article sur l'appareil formel de l'énonciation, publié dans l'un des plus importants numéros de la revue Langage, le numéro 1, consacré à l'énonciation est devenu introuvable, une étude plus ancienne sur le langage et l'expérience humaine, qui prolonge l'analyse des systèmes personnels et temporels des problèmes de linguistique générale, et surtout, Sémiologie de la langue, paru en 1969 dans deux numéros de Sémiotica. L'énonciation est définie comme mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Émile Benveniste insiste sur le fait que l'énonciation suppose la conversion individuelle de la langue en discours. Pour comprendre la portée d'une telle problématique, la place des problèmes de linguistique générale dans l'évolution de la linguistique moderne doit être précisée. Les problèmes de linguistique générale 1 s'inscrivaient dans la perspective de la linguistique structurale ouverte par la publication du cours de Saussure. Cette première phase, essentiellement descriptive, est dépassée lorsque Noam Chomsky propose de reformuler l'opposition langue-parole en compétence-performance. Alors que la linguistique saussurienne s'intéresse à la langue en excluant la parole et ne sait que faire de la phrase, elle a le signe pour unité de base, Noam Chomsky prend la phrase pour élément premier de la théorie et se propose de rendre compte de la compétence des locuteurs, c'est-à-dire de leur capacité à générer des phrases. Toutefois, la théorie chomskyenne ne parvient jamais à donner la connaissance de la réalité du discours. Elle reste une théorie abstraite qui interroge un homme fictif situé hors de la société. L'apport d'Émile Benveniste est assurément d'ouvrir la porte à une scientificité du langage conçue comme expérience humaine. Depuis sa théorie des personnes et des temps jusqu'à la distinction du sémiotique et du sémantique, en passant par le concept d'énonciation, Émile Benveniste tente de résoudre la dichotomie saussurienne dans la communication intersubjective, d'où la place primordiale accordée au chapitre 2. En résumé, étant donné que nous communiquons par des phrases et non par de simples signes, il convient de distinguer deux linguistiques. Le signe signifie, c'est la nature sémiotique de la langue. La phrase communique, c'est sa fonction sémantique. Le sémiotique se caractérise comme une propriété de la langue, le sémantique résulte d'une activité du locuteur qui met en action la langue. Le sens de la phrase implique référence à la situation de discours et à l'attitude du locuteur. Prenant en charge l'ensemble des référents et la composante pragmatique, l'ordre sémantique s'identifie au monde de l'énonciation et à l'univers du discours. Si une telle recherche jette assurément les bases d'une théorie du discours, il n'en reste pas moins vrai que ce dernier n'est jamais posé comme unité spécifique supérieure à la phrase et qu'il n'est à aucun moment question de la nécessité d'élaborer une grammaire du texte. D'autre part, de même que la sémiologie de la langue a été bloquée, paradoxalement, par l'instrument même qu'il a créé, le signe, la sémantique est, nous semble-t-il, bloquée par la notion de communication. Le concept d'énonciation est ambigu si on le considère comme un acte libre de parole échappant aux contraintes du milieu. La notion de communication s'inscrit quant à elle dans la ligne du schéma idéaliste du tête-à-tête saussurien. La démarche reste confuse si, par communication,
On entend la transmission d'informations et non un système de règles socio-discursives régies par des conventions et des lois. Les questions des facteurs sociaux, du cadre institutionnel régissant toute prise de parole, des places occupées par les sujets parlants dans le discours ne sont guère développées par Émile Benveniste, qui ne propose jamais de penser de façon cohérente le contexte et la situation. Si ces recherches ont l'immense mérite de rompre avec le positivisme d'une linguistique structurale qui évinçait l'homme et la parole, elles restent prisonnières d'une idéologie idéaliste et subjectiviste en se bornant, plus ou moins explicitement, au sujet psychologique et cartésien. Ainsi, lorsque Émile Benveniste écrit que les démonstratifs ordonnent l'espace à partir d'un point central qui est ego, il ne dit rien de cet ego et présuppose son intégrité. Lorsqu'il énonce que tout homme se pose dans son individualité en tant que moi par rapport à toi et lui, l'accent est mis sur la réalité d'un rapport interpersonnel, mais il n'est pas question de ce qui constitue l'individu en sujet. L'apport des concepts du matérialisme historique permet pourtant de saisir cette notion. L'individu est le support de rapports sociaux qui déterminent des places sociodiscursives pour des sujets. Ces places sont elles-mêmes déterminées par des appareils d'État qui ont une fonction répressive et par des appareils idéologiques d'État liés aux valeurs qu'ils véhiculent, selon Louis Althusser. Le sujet n'est pas central, ni origine, ni point d'arrivée, il est soumis à des règles, à un système de rapports hiérarchisé produisant un effet d'assujettissement. Les problèmes de linguistique générale confirment, s'il en était encore besoin, que l'analyse du discours ne peut rester intralinguistique. Le cadre institutionnel, les formations idéologiques et les rapports de force qui président à la production de tout discours font que la signification doit être reliée à ce qu'on nomme encore parfois l'extralinguistique. Le discours est une pratique translinguistique et transcommunicative. En interrogeant les discours politiques, religieux, publicitaires ou littéraires, la linguistique tente aujourd'hui d'intégrer les apports freudiens et marxistes qui permettent seuls de penser la production du sujet dans et par le signifiant à l'intérieur des formations idéologiques et inconscientes. Comme les essais de linguistique générale de Roman Jakobson, les problèmes de linguistique générale constituent un des grands textes de la linguistique moderne. À ce titre, ils doivent être interrogés de manière exigeante et inlassable, ne censurant les acquis ni de la psychanalyse ni du matérialisme historique. À ce prix, la linguistique, se dégageant à la fois du positivisme et de l'idéalisme, se constituera progressivement en branche spécifique de la sémiologie générale, c'est-à-dire en science des pratiques discursives. La révolution technologique et civilisationnelle qui constitue notre séquence historique, la déconstruction des dominations masculines, cartésiennes, structuralistes et coloniales par les sciences humaines, ainsi que la créativité lexicale et grammaticale d'une partie de la littérature et du locuteur francophone sensible aux questions d'identité et d'égalité, ont conduit à faire émerger au XXIe siècle une conscience linguistique en termes de genre, qui n'a sans doute rien à voir avec celle qui existait à l'époque de la rédaction des problèmes de linguistique générale, soit de 1922 à la date de leur publication en 1966. Émile Benveniste termine son premier tome des problèmes par un article sur le mot civilisation et sur l'importance de préciser les conditions dans lesquelles ce mot a été créé, car c'est l'un de ceux qui inculquent une vision nouvelle du monde. Lorsque nous parlons avec des linguistes, nous nous apercevons que la plupart croient aux implications universelles de leur sujet d'étude, aussi spécialisés soient leurs sujets et leur aire de recherche. Nous n'échappons pas à la règle. Nous pensons que, comme le mot civilisation, le mot neutre comprend des notions utiles à l'humanité. Inclusion, perfectionnement, émancipation, en termes de pensée et de langue, de vision et d'expression de soi et du monde. Mais Benveniste, en bon linguiste conscient des spécificités des phénomènes langagiers, déclare son aversion pour la métaphysique. Nous reprendrons cette aversion à notre compte pour nous en tenir la description de faits contemporains. Amené par la pensée de la déconstruction initiée par Heidegger,
Soutenue par les sciences, la philosophie et les arts, notamment par la littérature, la conscience linguistique et la conscience de genre nous semblent désormais entrer dans une ère de construction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.